cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, for I don't care if the sun won't shine. I've been here and I've been there, I've even been to Arkansas, where I found me a friend. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo hommage à un acteur qu'on aime beaucoup qui a disparu le 19 mai dernier. Donc George Eastman, aka Luigi Montefiore, donc un acteur italien. Voilà, on aime beaucoup la filmographie qu'il a pu faire. Donc voilà, il n'y a pas longtemps on a promis qu'on ferait une petite vidéo pour revenir sur sa carrière. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Bah oui, parce qu'il était, il était acteur, scénariste et réalisateur. Et voilà, il y a beaucoup de films à traiter. Il a fait beaucoup de choses, il a travaillé avec des réalisateurs très intéressants. Donc on va revenir sur tout ça. Donc, comme disait Marvin, de son vrai nom, donc Luigi Montefiore, donc c'est un acteur italien né en 1942 à Gênes. Et jeune, il va s'installer très vite à Rome. Et ses premiers boulots, en fait, alors apparemment dans les infos qu'on a pu trouver en ligne, il était intéressé par la peinture et aussi le graphisme. Apparemment, il travaillait au début en tant que graphiste pour la publicité. Et ensuite, il est rentré dans une école de cinéma. Alors, je vais vous dire le nom parce que c'est en italien. Donc c'est le Centro Sperimentale di Cinematografia, où il avait à l'époque pour professeur un certain Nanni Loy qui était réalisateur. Voilà, qui a réalisé pas mal de films assez connus. Vous pouvez aller voir sa filmo. Et donc il va assez vite abandonner ses études, par contre au bout d'un an seulement. Et apparemment à l'époque il avait une discothèque où il allait beaucoup. Et c'est dans cette discothèque qu'il a rencontré des gens du cinéma et qui l'ont introduit. Et donc il a fait ses premiers pas au cinéma, quoi. Donc en 1966. Alors il débute sa carrière en 1966 sous son vrai nom à l'époque, il n'avait pas encore pris son pseudonyme de George Eastman. Donc dans The Western Spaghetti, c'était la grande mode à l'époque. On peut citer Mondo e Pecos de Maurizio Lucidi, et puis il y a le Django tire le premier d'Alberto De Martino, qui sont... Oui, on voit pas beaucoup dedans, hein, c'est des petits rôles, quoi, son début de carrière. Malheureusement je trouve que c'est un western un peu moyen celui-là, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais bon, faut bien commencer un jour. À l'époque, en fait, vraiment son début de carrière est rempli de western spaghetti, qui sont pour la plupart pas tous faciles à voir. On les a pas forcément tous vus. Donc dans ces westerns qu'on a vus, il n'y en a pas non plus des masses de cette période, mais il y a celui-ci, donc d'Enzo Barboni, qui s'appelle Jack Mule, l'homme pour qui la vengeance arrive. Alors celui-là, je l'ai regardé hier. Je m'attendais à ce qu'il ait un petit rôle, mais au final, c'est un des rôles principaux. On suit l'histoire de 4 prisonniers, en fait. Et un soir, dans une ville, il y a le braquage d'une banque et ils mettent le feu à notamment la prison. Donc ils arrivent à s'enfuir. Et en gros, le mec, le personnage principal, a perdu la mémoire. Et donc il va retourner dans son ancienne ville. Et puis les gens vont lui rappeler son passé, quoi. George Eastman, il joue une brute, hein, comme ça on va en parler un petit peu après de son physique et tout ça, mais franchement, bon, le film est pas incroyable, la musique est sympathique, c'est Riz Ortolani qui l'a composé, mais c'est un film qui se regarde, qui est pas mal de comédie quand même. Et Après, les Barboni a quand même beaucoup travaillé par la suite avec le duo de Sir et c'est ça qui a fait les Trinita et tout. Là, on retrouve un petit peu le même sens de l'humour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi Woody Strode, l'acteur qui jouait notamment dans Le Sergent Noir de John Ford. Et d'ailleurs, son personnage s'appelle Woody, hein, ils sont pas cassés le cul. Et voilà, bon, c'est un western assez mineur, mais par contre, pour les fans de George Eastman, on le voit vraiment pas mal, quoi. Il y a une scène de cartes qui est hilarant, qui finit par une bagarre dans un saloon, un classique du western de spaghetti, quoi. Je vous mettrai un extrait qui est sympathique. La carte la plus haute, d'accord. Pour tout l'argent qu'il y a sur la table. Alors tu veux risquer? Oui.
un valet. T'as pas de chance. Alors un autre western qui est vraiment sympa, donc le DVD, le titre est un peu, c'est le titre anglais en fait, Ben and Charlie. En français, nous on l'a eu sous le nom Méfie-toi Ben ou Charlie Tapo. Donc de Michele Lupo, qui est un bon réalisateur quand même. Et celui-là est vraiment sympa, je trouve. Ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. Et là, pareil, il y a un peu d'humour aussi, c'est très très bien dosé, je trouve. Je trouve que le tandem entre Joe Nojima et George Eastman est plutôt sympa. Parce qu'il a un grand rôle là-dedans, il a un des deux rôles principaux. En fait, on suit pareil deux amis mais qui ne s'aiment plus beaucoup parce qu'il y a un des deux qui a un peu trahi l'autre en fait. Voilà, c'est assez classique hein, comme scénario. Oui, bah, oui, c'est un peu une relation amour-haine. Ils refont équipe, ensuite ils se retrahissent. C'est ça, ça arrête pas en fait. Ouais. Alors moi, il lui dit toi tu vas au nord, moi je vais au sud. Ouais, ça c'est C'est vrai que les deux personnages sont attachants en fait. Oui, oui. Ouais. Moi, la musique aussi m'avait pas mal marqué, assez Enfin, folk c'est et tout. C'est un bon film, ouais. Ouais. Chanté en anglais en plus. Oui, ouais. Ouais. Ouais, la musique est cool. Et sur ce film, c'est George Eastman qui signe le scénario. Et le directeur de la photo du film, c'est Joe D'Amato, donc on en reviendra après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est sur ce film qu'ils se rencontrent et qu'il y a une amitié qui se crée en fait parce qu'ils s'entendent super bien. Et George Eastman dira plus tard que en fait, D'Amato il a beaucoup impressionné sur le tournage parce que vraiment il n'hésitait pas à se mettre en danger D'Amato pour faire tourner des plans, etc. En fait. C'était quelqu'un d'assez impressionnant quoi. Et en 72, D'Amato justement le tourna lui-même son premier western spaghetti vraiment sous son vrai nom, parce que Bill Cormack le fédérait avec Fabio Testi. Mais le distributeur trouvait l'histoire vraiment pourrie en fait et il dit bah en fait je tourne pas le film comme ça donc D'Amato savait que George Eastman écrivait des scénarios donc il l'a appelé en fait en lui disant bah ce serait bien que tu écrives un film pour moi. Et George Eastman a accepté, en fait il a signé le film quoi. Et du coup ils sont vraiment devenus amis en fait là. C'est une amitié qui a duré pendant presque un peu plus de 20 ans quoi. Donc ils ont beaucoup travaillé ensemble par la suite quoi. Ouais, ils ont fait pas mal de films ensemble. Ouais. Alors dans son début de carrière, il a aussi eu des alors souvent des fois c'est des petits rôles hein, dans les films, mais par contre il a joué dans des films assez intrigants. On peut citer quand même le Satyricon de Fellini où il joue le Minotaure. Donc forcément il a été pris pour sa stature impressionnante parce que c'est ça George Eastman. C'est plus de 2 mètres, c'est souvent la barbe, des cheveux mi-longs très noirs, avec un regard assez ténébreux, Un corps athlétique. un corps athlétique, un regard qui fait quand même bien flipper, un sourire carnassier même des fois. Ouais. Donc ça fait qu'il est dans beaucoup de films, il a quand même joué des méchants la plupart du temps, ou des tueurs, ou des choses comme ça. Il doit son corps athlétique, je pense, au sport qu'il pratiquait avant de faire du cinéma, donc il faisait de la lutte gréco-romaine. Donc voilà, je pense que ça aide un peu à se muscler quoi. Puis dans les films, il se bastonne souvent. Donc à la même période, de Ken Anakin, il a tourné aussi dans L'Appel de la forêt aux côtés de Charlton Heston. Ouais, donc Ken Anakin, il a réalisé une partie du jeu le plus long en fait. C'est ça qui est. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ah oui, la partie anglaise du coup. Ouais. Avec Sean Connery, tout ça, ouais. C'est une des rares fois où on a pu voir George Eastman dans un film étranger à l'Italie. Enfin, on n'en a trouvé qu'un. On a peut-être fait un peu d'autres, mais bon, voilà, c'est surtout un tournage exclusivement italien quoi. La même année, 1972, alors il a tourné dans un film qui est assez curieux, mais moi pour le coup j'avais vraiment adoré parce que ça sortait vraiment des autres cinémas bis dans lesquels il avait tourné en Italie. Donc ça s'appelle Baba Yaga de Corrado Farina, qui a pas réalisé grand chose. Je suis allé regarder quelques courts-métrages, un autre long-métrage je crois, mais c'est à peu près tout. Et donc celui-ci il joue un photographe dans mes souvenirs dans le film. Et alors c'est un film qui a une magnifique photographie, beaucoup basé sur des rêves, cauchemars, avec une femme fatale, on ne sait pas trop si c'est fantastique. Et en tout cas c'est un film qui est vraiment, C'est très bizarre, psyché un peu. Hein. Très psychédélique et vraiment, mais avec de la personnalité quoi. Donc c'est un peu artistique quoi, arty on va dire, dans l'esprit quoi. Donc ça je vous le conseille vraiment, il est sorti donc chez le Chat qui fume. Et en 1974, moi je dirais vraiment un incontournable pour tous les fans de thrillers italiens de cette période. Donc c'est Les Chiens Enragés de Mario Bava, qui est sorti bien plus tard, qui a eu des problèmes à sa sortie, qui est un film qui
qui a un huis clos dans une voiture en fait, qui parle de criminels qui braquent quelque chose et du coup ils prennent en otage des gens et tout se passe dans une bagnole. Alors en plus il fait très très chaud vu que ça se passe en Italie, donc ils sont les uns sur les autres dans la voiture. Et George Eastman dans celui-là joue un alcoolique qui fait que de boire du whisky, il parle quasiment pas, il fait que de grogner, puis il veut tripoter à moitié une des nanas qui est là. Il pense, et en gros il joue un personnage extrêmement violent, pervers. Et c'est à l'image du film qui est vraiment cruel et tout, et assez brutal quoi. Et qui a une fin qui retourne pas mal le scénario, que je spoilerai pas mais qui est vraiment très intéressante. On en apprend à la fin sur le background des personnages. Et c'est franchement ce film-là, c'est vraiment hyper bien réalisé. En vrai, je sais pas trop comment ils ont fait à l'époque pour réaliser tout dans une voiture parce que tu pouvais pas. C'est Bava qui est un peu un magicien là-dessus. Ouais, parce qu'on voit que la voiture roule vraiment quoi. C'est pas un truc qui est fait en studio quoi. Donc c'est un film impressionnant pour l'époque et un incontournable quoi, clairement. Et donc il est sorti chez Sidonis Calista. Voilà, je vous conseille vraiment de découvrir si vous l'avez pas vu. Quoi. D'ailleurs, c'est le seul film qu'il a fait avec Bava, il en a fait qu'un avec lui. Il en a fait un autre avec son fils, qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Il n'était pas très gentil avec lui dans les interviews sur Lamberto Ouais. Bava. Il dit que c'était un couillon. Ah oui, non, ouais, apparemment il n'a pas de problème. Ouais. Il y a une scène avec du pipi à un moment qui m'avait pas mal marqué. Une course-poursuite dans un champ de maïs aussi, ou de blé, je sais plus. En tout cas, un très grand film. Alors dans le film suivant, il a signé que le scénario, on ne voit pas jouer dedans, qui est quand même un classique de Western Spaghetti, carrément. donc c'est Keoma de Enzo G. Castellari avec Franco Nero, qui est un film qu'on appelait un peu les westerns un peu, voilà, un petit peu, pas nocturnes, mais voilà, qui sont très Crépusculaires, ouais, un peu, qui sont très sombres, un peu comme Anaya par la suite aussi. C'est des westerns un peu, voilà, où il y a beaucoup de boue, de pluie, des choses comme ça. Puis un western très tardif, celui de 76 je crois, donc... ou 77 mais Ouais, 76 je crois. voilà, donc c'est pas, je préfère Manaya moi celui-là, mais Ah ouais ouais, Ah ouais, pour moi. mais bon Ah non, moi je préfère vraiment celui-là. Et la musique est incroyable. C'est les mêmes d'ailleurs qui font la musique de celui-là et Ouais. Manaya. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. et par la suite George Eastman retravaillera avec Castellari, mais bon ça on en parlera juste après. Donc là on va entrer dans le vif du sujet, on va parler de la longue collaboration entre George Eastman et Joe D'Amato, donc c'est avec lui qu'il a fait le plus de films en fait, en tant qu'acteur, scénariste. Il a même récupéré des projets que D'Amato n'a pas voulu faire, voilà, donc il a même réalisé même un film pour lui, donc là c'est beaucoup de films. Et le premier donc c'est Manuel et Françoise, qui est sorti en 75. Donc c'est un film très bizarre, presque un petit côté artistique celui-là je trouve. Ouais, un petit peu auteur, on va dire. Parce qu'on retrouve un peu toutes les obsessions d'Amato, le voyeurisme, Ouais, c'est ça. les miroirs. Les miroirs, ouais. George Eastman là-dedans fait un miroir. les vitres teintées. Ouais. Les miroirs sans teint, ouais. Ouais, miroirs certains, Et pardon. là-dedans, George Eastman fait voilà, un espèce de salaud aussi, en fait, qui laisse mourir sa copine, voilà, et en fait, il la laisse mourir, elle se suicide, en fait, à cause de lui, parce que c'est un connard. Et du coup, la sœur de cette dernière décide de le kidnapper et de le placer derrière un miroir, en fait, et vu que c'est un obsédé sexuel, en fait, elle fait des espèces d'orgies dans la pièce d'à côté, donc personne ne sait qu'il y a un homme attaché dans la pièce. Ouais. Mais lui, il voit tout, et en fait, il peut rien faire parce qu'il est attaché, en fait. Ouais, donc c'est une torture psychologique, C'est quoi. ça. C'est un film un peu cruel. Sur la frustration. Ouais, oui. Beaucoup. C'est un film que j'avais bien aimé quand même. celui-là. Il n'avait pas de Très barbe, d'ailleurs. bien. Non, mais justement, en fait, c'est. L'amateur dit très bien, tu serais mieux avec une barbe, et il dit mais ça ne poussera pas d'ici le tournage, donc voilà. Ouais. Mais après, par la suite, il a eu sa barbe hirsute, quand même dans tous ses films en fait, qui m'a accentue d'ailleurs. Ouais, déjà avant, parce que dans Chuck Moll, justement, il avait déjà et tout. Donc, ouais. Donc à la base, quand George Eastman lit le sujet du film, il n'avait pas envie de le faire ce film-là parce qu'il trouvait ça trop sanglant. Et son propre aveu, en fait, il n'aime pas trop ça. Donc quand on voit sa carrière, c'est un peu bizarre parce qu'il a fait des films gore par la suite. En fait, il voulait tourner le film parce qu'il y avait des filles et une super belle villa, en fait, la villa du producteur. Et il a fait le film juste pour ça, pour passer des vacances. D'ailleurs, il a dit qu'avec D'Amato, c'est la plus belle chose qu'il a faite, c'est voilà, il a beaucoup voyagé. Voilà, c'est ce qui l'intéressait, quoi. Dans les Caraïbes, il disait. Et tout, Oui, en fait, lui, il a toujours pris le cinéma bis, cinéma de genre, comme l'amusement, en fait. Il a dit, j'ai travaillé de l'argent en m'amusant.
Donc voilà quoi. Donc, ça c'est une belle édition du Jackie Fume, et d'ailleurs dessus on peut saluer notre ami Sébastien Guéraud qui fait un petit bonus sympa. Il y a aussi le documentaire Une expérience de l'horreur, voilà, qui a une longue interview de John D'Amato d'1h20, qui est vraiment très très intéressant, tout revient surtout toute sa carrière, donc si vous le trouvez je vous le conseille. Alors après la première collaboration, ça va pas s'arrêter entre eux, en fait ils vont enchaîner les films à une vitesse grand V pendant 10 ans quoi. Et après il jouera dans Emmanuel et Autour du Monde, donc avec le cycle des Black Emmanuel avec Laura Gemser. Alors, en 77 celui-là. Et en 79-80, on sait pas trop, c'est très flou, il s'envole, lui sur toute son équipe pour les Caraïbes. Donc ils vont réaliser pas mal de films là-bas en fait, c'est assez flou aussi. Parce que George Eastman disait j'ai fait un film avec D'Amato dans les Caraïbes. Bah, sauf qu'il y en a 4 ou 5 en fait. Donc on pense que D'Amato a peut-être fait plusieurs films en même temps. Donc ça c'est quasiment sûr. Hein. Et on voit que c'est le même casting, c'est le même, et c'est à l'époque où D'Amato commence à faire du porno en fait. Donc George Eastman c'est le seul dans les 6 films là à pas en faire. Donc voilà, c'est... Enfin, il jouait en tant qu'acteur dans les films, mais il faisait pas de scène porno. Il fait quelques scènes érotiques en fait, mais même quand il y a des gros plans, c'est pas lui en fait. Oui. C'est vrai, quoi. Donc on peut citer Sesso Nero, donc Sexe Noir pour ceux qui ont fait italien en LV2, qui est vraiment sympa je trouve. Et puis dans ce film il y a l'acteur Mark Shannon, donc voilà, qui est un petit peu le hardeur d'Amato de cette époque là en fait, mais qui joue bien en fait, qui est un bon acteur je trouve. Un moustachu. Ouais, il est dégueulasse mais bon. Et le film est assez marrant parce qu'en fait on suit Mark Shannon est l'acteur principal en fait, et en fait il va mourir parce qu'il a une maladie très très grave, et en fait il décide de partir dans les Caraïbes pour vivre ses derniers instants, donc voilà, on imagine bien qu'il va profiter des femmes, etc. C'est un plaisir quoi. Et là il y a une scène d'une femme qui s'introduit une bouteille de champagne dans le sexe, c'est assez... j'ai fait what the fuck quand j'ai fait le truc. D'Amato est un peu il y avait déjà le cas dans Emmanuel et Françoise. Faut que tu me le laisses celui-là, je l'ai pas vu, faut que je le rattrape. Sonero. Donc voilà, moi je trouve que c'est un de ses meilleurs du cible caribéen quoi. On peut enchaîner direct, hein. Il y avait Port de Holocauste aussi. Voilà, là-dessus les scénaristes aussi je crois. Ah oui, pardon. Oui, les scénaristes. Ouais, scénaristes et acteurs. Dans celui-là il est scénariste aussi, hein. D'ailleurs il signe ces films-là du nom de Tom Salina au générique pour le scénario. Port de Holocauste, moi je trouve que c'est un peu le moins bon du cycle, mais il est quand même très curieux parce que c'est un film d'horreur et en même temps un film porno avec un espèce de... C'est un infecté zombie qui a un sexe énorme, c'est un peu un film complètement bizarre quoi. Après les décors sont super beaux quoi, c'est ça qui est cool dans ce film là quoi. Pas grand chose à dire, on peut plus parler C'est qui l'éditeur d'ailleurs de ça? Ça c'est Backfilm en fait, et malheureusement celui-là il fonctionne pas. Il fonctionne pas en fait ce film. Ouais, c'est peut-être ton DVD mais... Non, Sébastien Guéraud avec le même il fonctionne pas. Ah il fonctionne pas. Ouais, donc c'est bien de vendre des trucs qui fonctionnent pas quand même, Backfilm. Faire un petit bisou à Backfilm au passage. Ouais. Donc voilà quoi. Ouais. Et pareil, donc, en enchaînant toujours en cycle caribéen, il y a ce film qui est, je trouve, le meilleur. Ouais, carrément, avec, je l'ai vu. La nuit érotique des morts vivants ou la nuit fantastique des morts vivants, ça dépend. Voilà. Donc il y a un peu de porno aussi dedans, mais... qui est plutôt bien intégré au scénario. Oui, d'ailleurs on pourrait l'enlever parce que ça ne sert pas à grand chose dans le film. Mais, toujours le scénariste d'ailleurs là-dessus, ouais. George Eastman. L'acteur aussi, et Ouais, c'est quasiment le seul film de zombies d'Amato. Il n'en a pas fait, d'autres. D'ailleurs, il y a des scènes de zombies vachement pompées à full shit dedans où les corps sortent du sable et tout. C'est assez. En scène de nuit un peu et tout, c'est vachement classe. Oui, c'est très fantomatique, ils sont filmés au ralenti. La musique aussi, ouais, c'est ça, la musique on dirait presque du Popol Vuh quoi. La musique est vachement cool, ouais. Ouais. La photographie du film est vraiment belle. C'est très soigné pour un film de porno quoi. Ouais. Et bon après on pourrait se passer des scènes hein, parce que ça apporte pas grand chose, mais le film a vraiment une personnalité quoi. Genre Eastman là-dedans il a un petit rôle, en fait le film commence dans un hôpital psychiatrique, il est fou et on apprend pourquoi il est devenu fou en fait. Parce que, Ah oui c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un très bon film, je vous le conseille, qui est sorti chez Jackie Fume aussi. Donc, dans une version intégrale, donc le film dure 1h50 avec toutes les scènes qui ont été coupées à l'époque. Ouais. Donc assez long, hein, mais moi je trouve qu'on s'ennuie pas. Je trouve que même c'est un des meilleurs d'Amato en général, je trouve. Puis il y a Laura Gemser, Ouais. c'est ça Ouais. aussi.
Donc on va pas bouder notre plaisir. Non. C'est bien. Donc il a aussi écrit un autre scénario pour Joe D'Amato en 1980 pour le film Caligula, la véritable histoire. Alors là il a un nouveau pseudonyme, donc c'est Richard Franks, je sais pas, il y a un S à la fin. Et franchement c'est un film que t'as en DVD mais tu l'as oublié, c'est dommage. Qui est sorti Chez Backfilm ouais, aussi. chez Backfilm un peu dans la même édition. Avec plusieurs versions, des versions Ouais, coupées, parce qu'il y a des versions porno aussi. D'Amato à l'époque, là, il y allait. Hein, c'était, Ouais. pendant 2 ans, il y a vraiment y allait. Et celui-là est vraiment sympathique, il y a vraiment un côté. Alors, tu sens qu'il n'y a pas trop de budget. Ah, mais hein, les par crados, contre. scène où il y a vraiment on voit des sénateurs qui font une orgie, ils gerbent et tout. Là, c'est, Ouais, il prend la cheval aussi dans mes souvenirs. Ouais, bah, il a voulu faire plus que Tinto Brass en fait. Ouais. Quoi, c'est, Mais ouais, voilà, surtout les scènes de fin où il commence à vraiment devenir fou, à avoir des visions de tous les mecs qu'il a assassinés et tout. Il y a vraiment une bonne ambiance et l'acteur est vachement bien, le gars qui joue Caligula. Donc, David Brandon, ouais. et il y a aussi le mari de l'époque de Laura Gilson. Ouais, gars qui joue Tinty, ouais. C'est ça. Ouais, qui se prend un pieu dans le pieu et qui ressort par la Ouais. bouche et tout. Là, Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, pas Bien par la vu. bouche, mais qui ressort là et c'est vraiment dégueulasse. Ouais, hein. bien violent. Ouais. Bien violent. Ouais, celui-là il est très cool pour le coup. Enfin, je sais pas, mais il aime bien Ouais, les puis il y a aussi une scénarios, scène les qui m'a trucs marqué, gore. c'est vraiment une scène sous-marine, mais ça se passe dans une espèce de bain, quoi, une piscine. Et des mecs qui enfoncent des godes dans les nanas, et on voit les scènes avec du sang et tout sous l'eau, et je dis, ouais, c'est Ouais. fou, quoi. Ouais, c'est vrai. un ouais, film un peu fou, quoi. Pas regarder en famille, en tout cas. Non. C'est- Non, c'est sûr. Bon, bah, certainement son rôle le plus connu, et peut-être son film le plus connu, hein, parce que notamment l'affiche qui avait beaucoup marqué à l'époque, et puis son maquillage. Et nous, c'est notre photo de profil depuis, Ouais, depuis la c'est création ça. de l'assaut. Hein. Exactement, ouais, Ouais. c'est exactement. On n'a jamais changé. Donc Anthropophagus, sorti en 1980, donc du même Joe D'Amato, donc toujours au scénario George Eastman. Alors là, ça se passe sur une île, une petite île en Grèce. Et en gros, il y a dans mes souvenirs, je crois qu'il y a juste des couples qui arrivent sur place. Ouais, c'est un slasher, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ils sont attaqués par une sorte de monstre. Hein. Et sauf que le monstre est pas n'importe qui parce que c'est George Eastman en cannibale qui et notamment tout le film était basé sur la phrase d'accroche l'homme qui se mange lui-même. Donc alors ça apparaît vraiment dans la scène quasi de fin. Hein. Oui. Voilà, où il se fait éventrer, du coup il mange ses boyaux parce que le personnage est cannibale. Mais il y a vraiment des scènes pour le coup, là c'est la période gore de Joe D'Amato. Il a fait quelques films comme ça. Et notamment il y a une autre scène qui a pas mal marqué. Avec le. Où il bouffe un fœtus. Voilà, où il éventre une femme enceinte et il bouffe le fœtus. Quoi. Donc franchement c'est un film qui est super cool. Moi je trouve que c'est un... Dans la période gore de D'Amato, c'est un des meilleurs. On l'avait passé au cinéma d'ailleurs. Ouais, carrément. Ouais. Il a un très bon rythme, une très belle musique aussi d'ailleurs. Oui. Et puis George Eastman il fait vraiment flipper pour le coup. Quand il a... Oui, parce qu'il fait, Ouais. il est brûlé partout en fait à cause du soleil et ça l'a rendu complètement dingue en fait. Et je l'ai revu récemment parce que j'avais gagné un petit concours de vidéo popcorn, je crois, donc qu'il l'avait ressorti en Blu-ray. Et du coup, il me l'avait envoyé gratuitement, donc c'est toujours cool. Et du coup, je l'ai revu en Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça fait 1 an. Et j'ai redécouvert le côté très gothique du film en fait, dans les éclairages, vu que ça se passe dans une vieille demeure. On le voit notamment apparaître derrière des portes, voilà, dans des ombres et tout. Beaucoup de américaines dans les souvenirs aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un orage à un moment qui arrive. Et du coup, tu as tous les rideaux qui volent et tout. C'est une petite pépite, celui-là, du cinéma bis italien. Qui est remaké aussi. Oui, c'est vrai, par un Allemand, je crois, dans les années... Frankenstein 2000. 2000, ouais, c'est ça. Frankenstein 2000. Non, Anthropophagus 2000. Ouais. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Et voilà, quoi. Andreas Schnass, je crois, celui qui a fait Violent Shit. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, et franchement, je vous conseille cette édition, elle est très sympa. C'est bien, c'est un beau remaster, donc très sympathique. Ah, son backfilm est un peu crado quand même. Hein. Ouais. Après, c'était soigné parce qu'ils avaient mis des petites cartes postales dedans. Et d'ailleurs, on enchaîne avec la suite non officielle, donc c'est Horrible, qui était sorti chez Backfilm aussi à l'époque, qui est ressorti depuis. Mais qui sont durs à trouver maintenant, ces Oui, il éditions. coûte un peu une blinde. Donc là-dedans, pareil, il fait une espèce de tueur, je crois qu'il parle même pas dans le film. Hein. Là, ça s'inspire vraiment de Halloween, un peu, avec un mec qui sort dans l'hôpital psychiatrique en fait et qui bute les gens gratuitement, quoi.
Ouais. Bah, c'est gore aussi, hein, L'espèce de Dr Loomis est joué par Edmond Purdom qui en a rien à secouer du film dedans, je trouve qu'il est complètement déconnecté du truc. Et bon, c'est un film qui est sympa, mais on l'a revu, il est un peu. Il y a des longueurs un peu, je trouve, dans celui-là. Alors il est ressorti en fait chez ESC Distribution il n'y a pas très très longtemps, donc ça nous a permis de le revoir en bonne qualité. Et ouais, il y a un côté en fait très bavard, c'est surtout vers la fin du film où ça se réveille vraiment, et là il y a... La scène du four qui est géniale quand Ouais. même. Et là, il y a pas mal de scènes gore et tout, avec la perceuse et tout. Non, mais par contre, les maquillages sont vraiment cool. Là. Ah oui. Mais c'est un petit peu trop dispersé dans le film. Et Entre les deux, on s'emmerde un peu. C'est ce quoi. que disait, Dommage. c'est ce que dit George Eastman en fait, c'est qu'il disait que D'Amato, il montait pas ses films. En fait, dès que le tournage était fini, il envoyait les péloches en studio, en labo. Il s'en foutait en fait. C'est ce côté, bon bah voilà, ça va emporter du pognon. Puis il enchaînait un autre film directement quoi. Et pour le coup, dans celui-là, il est vraiment aussi impressionnant. Quoi. Il a une stature, il fait des trouches pas possibles. Voilà. Donc, Il a le regard vraiment noir quoi. ouais, c'est ça. Non, c'est quand même à voir pour sa physicalité toujours. George Eastman, il fait toujours très peur dans les films où il joue les méchants. Quoi. Ouais. Donc ensuite arrive la grande mode qu'on aime bien nous des post-apo à l'italienne quoi, donc inspiré directement de Mad Max 2. Et du coup bah, D'Amato forcément il va passer par là hein, comme. Ouais, c'est pas le seul. Ouais. Non. Sauf que là, à l'inverse, c'est D'Amato avait récupéré entre-temps des véhicules voilà, qui avaient été un peu customisés pour des post-apo. D'ailleurs, George Eastman pensait que ça venait d'un film de Castellari. Et du coup, c'est D'Amato qui a demandé à George Eastman d'écrire un film parce qu'il avait des véhicules, en fait. C'est un peu le phénomène inverse. Donc ça a donné ça, donc le Gladiateur du futur, qui a longtemps été un fantasme, moi je trouve. J'arrive pas à le trouver, ce film-là. Ouais. Donc, coupé de VHS, c'était vraiment pourri. Donc il est ressorti en Blu-ray chez Plus Vidéo, donc on l'avait passé en salle aussi. Celui-là. Que moi j'aime bien, franchement, je trouve que c'est. Je vois qu'il fait de gros nanars ce film, mais moi je trouve qu'il est plutôt sympa et il est très très fauché. Et là en Blu-ray on voit tous les. Ah bon, on voit tous les défauts, tous les mauvais maquillages. Voilà, les ficelles du caillou qui se lève parce qu'on voit des gamins télépathes là-dedans. Ouais, Gamester, C'est un peu le bordel niveau scénario, hein. Il y a des trucs. Mais bon, c'est un bon film. Bon film post-apo quoi. Et mine de rien, c'est un des derniers films où George Eastman joue avec D'Amato en fait. Ils vont continuer de travailler ensemble, mais notamment dans la société de production de D'Amato, la film Mirage. Mais là, ce sera plus en tant que scénariste et même en tant que réalisateur. Ouais. On verra après. Donc, voilà. Parce que là, George Eastman voulait un petit peu arrêter de jouer quoi. Et on peut citer des films qu'il a scénarisé après quoi. Et Bloody Bird quoi, qui est un super film. Pareil, produit par la film Mirage. De Michele Soavi, qui était déjà l'assistant de D'Amato sur ce film déjà. Ah, donc oui, c'est comme ça, je pense que c'est juste des copains en fait. Hein. Donc je peux t'en parler, un film qui est super. Celui-là qui est, vraiment à mi-chemin entre le giallo et puis le slasher, où c'est une troupe de théâtre qui répète toute la nuit dans un théâtre. Et il y a un fou qui s'échappe, un peu à la Halloween. Hein. Et du coup, il prend un costume, une tête de chouette, et en gros, il va tuer les comédiens les uns après les autres, le metteur en scène. Très gore. Le metteur en scène joué par David Brandon qui jouait Caligula. Ouais. Un film très gore, très graphique, mais qui est avec une super ambiance aussi. Et, très travaillé, vraiment, qui est... je pense que c'est un des meilleurs films produits par la film Mirage. Je pense que c'est un des meilleurs. Je pense aussi. Les plus travaillés, on va dire. Quoi. Et donc sur Bloody Bird, en tant que scénariste, il a un autre pseudonyme qui s'appelle Lou Cooper. Voilà. Donc à la suite de ce film d'Amato, on lui propose d'en faire un deuxième post-apo, mais il sait pas trop, en fait, on lui parle aussi de faire un court-métrage, alors il veut pas, il refuse le projet, et puis il propose à George Eastman de le récupérer en fait. Et donc George Eastman écrit le scénario, au jour le jour comme il le dit, donc ça donne un film post-apo qui est assez connu aussi, ça s'appelle 2020 Texas Gladiators, donc qui est encore aujourd'hui attribué à D'Amato sur quasiment tous les sites sur internet, alors que George Eastman est catégorique et dit c'est moi qui l'ai réalisé de A à Z. Donc il a réalisé sous le pseudonyme de Kevin Mancuso, et au scénario c'est un autre nom, c'est Alex Carver, donc voilà, il a deux noms pour un petit peu étoffer le générique quoi. Donc c'est un post-apo, moi je trouve assez mineur, qui est encore plus fauché que celui d'avant je trouve. Et voilà, donc là moi il y a une scène de fin avec des mecs qui passent devant la caméra, il leur dit de faire le tour de la caméra pour repasser devant, pour qu'il y ait qu'il y ait plus de monde, donc on imagine bien le... Et voilà, il dit qu'il s'est beaucoup amusé sur ce film, et notamment... sur ce tournage, D'Amato lui avait rendu visite pour voir comment ça se passait, et carrément
D'Amato s'était mis à la caméra pour regarder et il dit ah tu devrais tourner comme ça, et George Eastman dit non tu dégages, c'est mon film. Voilà, c'est pour voir un peu la relation qu'ils avaient qui pouvait être un peu... Parce que voilà, Dick D'Amato, pareil, n'aimait pas du tout qu'on lui fasse des suggestions, quoi. Même si ça se passait bien et que c'était détendu, il dit non c'est moi le réalisateur. Quoi. Ouais, ok. Donc je pense qu'il a voulu faire la même chose, quoi. Donc celui-là n'est pas trouvable, il n'existe pas. Ouais, non, en VHS. Quoi. L'affiche est magnifique d'ailleurs. Bon, le film est un peu moins... Donc il a joué aussi dans un classique des post-apo de l'époque, donc Les Guerriers du Bronx, le 1, pas le 2. C'est vrai qu'il en a fait pas mal au final. Les post-apo. Ah oui, il en a fait pas mal. Ouais. Ouais. Moi, je pense que sa gueule un peu allait dans le truc. Quoi. Ouais. Donc celui-ci est réalisé par Castellari. Hein. C'est un film qui a été tourné pour le coup aux États-Unis, À celui-là. New York, ouais. Ouais, à New York. Un peu comme les post-apo de l'époque, fauchés, mais avec pas mal de bonnes idées. Et un solo de batterie légendaire. Ouais, de mise en scène et tout. Une VF incroyable, hein, pour Oui, le coup. Bon, celui-là, on va pas en revenir beaucoup dessus, c'est un classique. Quoi. Oui, puis George Eastman n'a pas un grand rôle dedans. Hein. Une coupe de cheveux magnifique. Il joue un chef de gang, quoi, ouais. qui est dans des Ça, ruines. avec quoi. qui dirige un moitié un dojo avec des arts martiaux, etc. Ouais. Avec des épaulettes, un costume rouge, avec une queue de cheval énorme. Enfin, c'est. Ouais. Voilà quoi. Je joue pas dans le 2 par contre. Non, c'est vrai. Non. Mais bon, celui-là, c'est un film très connu. Quoi. Pour enchaîner avec celui-là, hein, Ouais. toujours du même Castellari, voilà, qui est ressorti chez Plus Vidéo, dans les Nouveaux Barbares, que j'aime bien, qui est ultra fauché aussi au final celui-là. Ouais, c'est un des premiers post-apo que j'ai vu, même avant Les Guerriers du Bronx. Mm. Donc, et j'avais pas mal aimé, ouais. Avec Fred Williamson qui tire à l'arc. Ouais, avec une arbalète et tout. Bon, alors il est plus fauché que Les Guerriers du Bronx. Ouais, mais celui-là. le rythme est vachement bien par contre. Quasi tout se passe dans une carrière. Oui, hein, oui, c'est- bah, un peu ouais. comme celui de D'Amato en fait. Mais ouais, celui-là il est vachement bien, et très généreux aussi, et puis des véhicules quoi. Et je l'ai pas encore revu en Blu-ray. Ouais, mais ça, c'est bientôt, ouais. Ouais, carrément. Avec beaucoup de bière. Non mais il est bien celui-là, bon c'est... L'affiche est absolument magnifique. Hein. Et d'ailleurs, oui, qui est en avant là-dessus, Ouais. George Ouais. Eastman. Et je crois qu'il a une mèche à moitié blanche dans ses cheveux. Bah, je sais plus, mais je sais Je qu'il y a crois que c'est une teinture, il y a un hein, méchant ouais. qui a une crête à moitié blanche aussi, qui a une tête de con, c'est quelque chose quoi. Ah non, il a une crête mais rouge ou rose. C'est lui qui a une crête, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est Non, bien, mais il joue un gentil dans les souvenirs, celui-là, George Eastman. Après, bon, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Mais... Bah, moi je regarde un très très bon souvenir quoi. Donc un film qui n'est pas sorti malheureusement en édition chez nous, c'est Iron Master, La Guerre du Fer. Donc pour surfer un peu, j'imagine, sur la guerre du feu, de Jean-Jacques Hano peut-être. Hein. En version Travis quoi. Ouais. Alors là c'est une sorte de... je sais pas, C'est de Umberto Lenzi d'ailleurs ce film. oui c'est ça. Ouais. Alors c'est des guerres entre clans à l'âge de Néandertal, j'en sais rien, on sait pas trop. Bah, d'ailleurs. ça surfe aussi sur les films de la Hammer un peu aussi, les films 100 millions d'années avant Jésus-Christ. Oui, tout mais ça. je sais plus si ça parle dans ce film-là d'ailleurs. Je crois pas, il Parce que ces films-là, ça parlait pas justement. Bah, il y a William Burger aussi dedans qui est une tête de chef, on dirait qu'il dit qu'est-ce que je fous là dans le film, c'est quelque chose. Quoi. Et donc George Eastman joue le méchant du film, le chef du clan adverse, et qui est en magnifique tenue de fourrure et tout, un slip en fourrure dans mes souvenirs. Là, voilà, qui se bat avec des armes avec des silex ou des os, enfin voilà. Bah non, de fer justement, non, des armes de fer, parce que c'est la guerre du fer. Je suis bête. Et donc c'est un film vraiment sympathique, vraiment dans son jus. Un jour, franchement, si ça pouvait ressortir en Blu-ray, ouais, je serais pas... On passe. Ouais, je serais pas mécontent. J'avais beaucoup aimé ce film-là. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais... ensuite, un classique du post-apo, hein, je pense. 2019, après la chute de New York. Si tu veux nous en parler Ouais, un petit bah, peu. moi c'est un de mes préférés celui-là, parce que c'est un peu nawak quand même, hein, il y a plein de choses. Et De Sergio Martino. ouais. Bah, d'ailleurs, George Eastman, quand il parle de Sergio Martino, il dit que c'est un peu compliqué d'écrire des scénarios pour lui, parce qu'en fait, contrairement à D'Amato, qui lui il prenait le truc, il tournait et basta, Martino il se faisait relire par plein de personnes, etc. Ouais. Et il dit qu'à la fin, des fois, c'était plus le même film en fait. Et, C'est un réalisateur vraiment talentueux. Hein. ouais, et là-dedans il fait un homme singe, parce que c'est un mélange de Mad Max 2, de New York 97, Ouais. La planète des singes, c'est un sacré truc. Et là-dedans il fait un homme singe qui... Les femmes en fait elles sont stériles dans le film,
Et George Eastman, il veut se reproduire pour avoir des bébés. Vraiment, je crois qu'il y a une réplique, il veut faire des petits bébés singes et tout. Là, c'est complètement. Ouais. Mais le film est cool, hein, franchement. Celui-là a une super ambiance, une très belle direction artistique aussi qui est assez originale. Et puis t'as tout le casting de l'époque, quoi. Vraiment. T'as des gueules du cinéma italien bis. D'ailleurs, Martino, il n'aime pas trop ce film. Hein. Il a dit qu'il fait ça pour payer ses impôts presque. Enfin, Ouais, mais genre- c'est Oui, c'est unique et il y a une bonne ambiance, quoi. Et puis le rythme est vachement bien. Et on l'a attendu très longtemps celui-là en France hein, pour avoir un support numérique. Hein. Ah, il y a même le vinyle qui est sorti. Ouais. Et la musique est vachement bien. Donc, Ouais. Bah, du même Martino, du coup, Atomic Cyborg. Qu'il a scénarisé aussi. Voilà. Mm. Donc, Petit qui est rôle hein, dedans. 86, du coup, celui-là. Ouais, super t-shirt d'ailleurs, on l'avait vu tous les Ouais. deux. Ouais. Donc, il joue un mec qui fait un bras de fer. Oui. on est sur- Ah, c'est un petit rôle hein, là-dedans. il Ouais. est pas- Oui, c'est pas. Mais celui-là est sympathique, on en a déjà parlé dans une vidéo sur Pulse Vidéo. Ouais. On va pas revenir. On peut citer aussi un autre scénario qu'il a fait pour Sergio Ouais. Martino. Il est là. Voilà, Donc le dieu Alligator. Bon, voilà, qui est un film d'Alligator, quoi. Ouais. Qui a un scénario où il y a plusieurs personnes dessus, donc on m'a pas laissé un super bon souvenir ce film. Mais, Bah, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs non plus, là. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il a aussi joué dans Blast Fighter aussi. ouais, bah, de Lamberto Bava, donc ils ont collaboré sur 2 films, Ouais, celui-là bah. et Delirium aussi. Ouais, c'est ça. Et comme on le disait tout à l'heure, voilà, ça marchait pas trop entre les deux hommes quoi. Il dit qu'il était vraiment nul en fait, que Lamberto Bava était nul, c'était un couillon, voilà, on redit. Bon. Bah alors du coup c'est le même acteur que dans 2019 après la chute de New York quoi. Ah, Qui est un espèce de film un peu de redneck quoi, qui s'inspire ouais, un peu de Délivrance Rambo, quoi. Ouais, puis de Rambo, quoi. Oui, un peu Rambo Délivrance mélangé quoi. D'ailleurs on voit l'acteur de Délivrance d'ailleurs, le gamin qui fait du banjo dans le film. Mais qui est pas mal, hein, celui-là, franchement, Ouais. qui se regarde bien. Et bah, alors là, c'est un Blu-ray espagnol, donc il n'y a pas de sous-titres C'est pas français. genre espagnol et portugais les langues dessus. Ouais, c'est ça. Sous-titres. Non, il y a l'anglais, l'espagnol, les sous-titres espagnol et portugais. Il est ressorti chez le Saki Film celui-là. Ouais, c'est ça. Et donc, le seul film qu'il ait fait avec Deodato, Les Barbarians, avec les frères Paul, qu'on a passé aussi. Ouais. C'était un grand moment, hein, franchement. Et bon, bah là, George Eastman, il a un petit rôle. Hein, il joue, il fait dans celui-ci aussi un bras de fer. Dans une sorte de taverne, et en gros, ça dégénère en baston général. Voilà, donc c'est un petit rôle, mais le casting est sympathique. Il y a aussi Michael Berryman. Celui-là qui joue le méchant, j'ai oublié son nom. Richard Lynch. Richard Lynch, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un film que moi je trouve hyper cool, quoi. Ouais. J'aurais adoré le découvrir plus jeune, mais bon, même à mon âge, ça m'a plu. C'est vrai qu'on disait là, George Eastman avait quand même baissé la cadence en fait en tant qu'apparition au cinéma quoi. Oui. Voilà, il se ligne sur le scénario. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il disait que le scénario ça l'emmerdait d'écrire ça en fait. C'était mais que ça lui apportait du pognon en fait. Notamment après. Notamment après, voilà, où il a beaucoup travaillé avec la télé après à la fin après le chute du cinéma bis, il a travaillé à la télé, il disait que bah, c'est là où il s'est le plus enrichi en fait, c'est en écrivant pour la rail, tout ça, la télé, quoi, la Titanus, machin, donc c'était un peu triste, mais c'est comme ça. Quoi. Ouais. Et puis bah, on peut citer un dernier film, voilà, c'est Métamorphosis, donc production film Mirage, qui est du coup une autre réalisation, donc là c'est George Eastman qui réalise et il écrit le scénario en fait, c'est une espèce de pompage de la mouche un peu... Un petit peu, ouais, c'est ça, où un scientifique fait des expérimentations. Voilà, quoi. Il s'injecte sur un truc lui-même, sa transformation en dinosaure. Et voilà, j'ai le souvenir d'une fin complètement... Ouais, bah, j'avoue, pareil, ça fait longtemps que je Il l'ai est pas vu. Hein. tout petit. À un moment, on voit dans un bureau aussi, je crois qu'il joue un journaliste, mais George Eastman, on voit juste passer un couloir, mais vraiment 3 secondes. Quoi. Ah, ouais, C'est, d'accord, ok. il y a Ray Gamester aussi dedans. Donc là, c'est sorti en DVD, donc ces petits DVD là, je sais même pas chez qui c'est sorti ça. Et en fait, ils ont sorti quelques films bis, eux, mais que film Mirage en fait. Ouais, ils ont sorti des films de D'Amato voilà, qui produisaient, notamment bon, voilà, le film de Claudio Fragasso, là, c'était la Casa 5, donc, Au-delà des ténèbres, je crois, qui est pas ouf. Aussi, Hitcher in the Dark aussi de Umberto Lenzi, qui était une production de D'Amato aussi. Ah oui, ok. Donc voilà, des choses comme ça, c'est assez curieux d'ailleurs. Donc, la qualité est plutôt bien d'ailleurs, donc, ces films-là.
Donc voilà, voilà pour George Eastman, que dire d'autre Par la suite, il a arrêté, donc de source, il a ouvert une chaîne de restaurants à Rome. Donc voilà, c'est assez... Ouais. conversion assez bizarre, quoi. Mais... Ouais, bah oui, bah, c'est sûr que le cinéma italien, bis, tout ça, c'était terminé. Donc, Bah oui, ça, c'est vraiment le début 90, après c'est terminé, quoi. Donc, Et puis D'Amato, lui, s'était reconverti entre-temps dans le porno, donc... Ouais. Lui, voilà, il a arrêté, quoi. En fait, on lui avait proposé des rôles, George Eastman disait des rôles dans les films d'auteurs italiens. Il trouve en fait que lui, ça l'intéressait pas. Lui, pour lui, le cinéma de base, quand il était enfant, le cinéma, c'était le divertissement pur, en fait, avec des sujets, des choses... Lui, les sujets qu'on lui proposait, c'était des films très sérieux, avec des sujets actuels, des drames, etc. Il dit non, je vais pas faire des films, je veux que les gens s'évadent, en fait, en regardant des films. Donc, puis là, voilà, il a fait une croix dessus, quoi. ouais, il a quand même une très belle carrière, quoi, je veux dire. Il a fait, je sais pas combien de films, mais quasi une cinquantaine, je dirais. Hein. Ouais. Et des rôles assez variés, quand même, on peut dire. Et, beaucoup de méchants, quand même. Hein, ouais, beaucoup de méchants, de grosses brutes. Hein. Mais c'est vraiment une figure incontournable du cinéma bis italien. Et c'est tout de suite un personnage attachant, en fait, je trouve. Moi, chaque fois que je le vois au détour d'une pellicule ou d'un film, je suis vraiment content, quoi. Oui, bah ça devient un peu ces espèces d'acteurs qui nous font presque donner envie de voir les films, en fait. C'est ça. Ou d'acheter ou un DVD ou un George Eastman, on l'achète, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui est bourré de charisme, quoi. Alors, lors des récentes interviews qu'on a pu voir de lui à travers les nombreuses éditions, on est content aujourd'hui de Blu-ray de ces films-là, en fait, il dit que lui, il s'est vraiment amusé toute sa carrière, en fait, c'était vraiment pas très sérieux, et qu'il comprend même pas trop aujourd'hui que les gens puissent s'intéresser, revenir sur ces films-là, quoi. Il dit que c'était un peu des couillonnades, quoi. Ouais. C'était juste pour s'amuser, quoi, et puis... Même nous, on est quand même très contents d'avoir découvert cet acteur, quoi, parce que moi je trouve que c'est... Il pourrait même représenter le bis italien presque à lui-même tout seul, quoi. Ouais, en tant qu'acteur, il fait partie d'une des figures emblématiques, quoi, ça c'est sûr. Ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous donne rendez-vous très bientôt.